Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Savoir-être, le podcast qui s'intéresse aux compétences relationnelles, notamment pour les professionnels du droit. Bonjour Xavier, bonjour Nadine, vous allez bien? Bonjour Martin, bonjour Nadine. Bonjour, oui, tout va bien. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Romain Hasbrook. Salut Romain, ça va? Salut Martin, oui ça va très bien, merci pour l'invitation. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Romain, mais j'ai du mal à croire qu'il y en ait parmi ceux qui nous suivent, mais on ne sait jamais. Romain donc, a été ancien confrère, ex-confrère, on peut le dire, et aujourd'hui expert en legal design, fondateur de RH Visuel. Est-ce que j'oublie de dire des choses, Romain, sur toi? Non, c'est c'est exactement ça. Et activité qui me plaît particulièrement, tuteur au Lab EFB. Super institution qui me Oui, fait... Lab EFB, ouais. on pourrait commencer par ça. Qu'est-ce que tu fais au Lab EFB? Le Lab EFB, je suis tuteur, alors ça a pas mal bougé, je suis tuteur depuis un certain nombre d'années pour des ateliers legal design, pour proposer à des équipes d'élèves avocats, donc j'en ai à peu près... j'ai à peu près 160 élèves avocats par semestre et je leur fais travailler des projets legal design. Donc, tous les ans, je vois quelque chose comme 32 projets legal design tous les ans avec du bon et des fois de l'excellent. Et le Lab EFB, j'ai été le responsable pédagogique pendant 3 ans et j'ai passé la main à Fabien Masson en janvier. J'avais récupéré c'était Mélik Boudmag, le fondateur, qui m'avait passé le témoin. Et puis, j'ai fait mes 3 ans. Et puis maintenant, je reviens, je reste tuteur et c'est Fabien qui gère la boutique. D'accord. Et tu as des retours d'anciens élèves de l'EFB qui sont devenus avocats par la suite ou pas d'ailleurs? Est-ce que tu as des retours d'eux parfois sur l'intérêt de tes enseignements et l'intérêt de ce lab pour eux, pour leur carrière? On en a. On en a. J'ai des retours et très honnêtement, quand on interroge nos élèves avocats juste après le lab, on se prend une volée de bois vert. C'est trop de boulot, c'est trop exigeant, ça tombe en même temps que les foisonnements. Et puis d'une manière générale, c'est plutôt les gens qui sont pas trop satisfaits qui ont tendance à répondre au questionnaire. Donc, mais on prend quand même ce qu'il y a à prendre. Moi, je retrouve maintenant des élèves avocats qui sont devenus avocats 2-3 ans après. Et il y a ce côté bulle d'oxygène et ce côté, ça les a ouverts sur le monde de l'entreprise qu'ils retrouvent quand ils passent collaborateurs. Et c'est ça qui me fait plaisir, ah oui, ça nous a permis de nous préparer à ce qui allait s'annoncer, c'est-à-dire au bout d'un moment, un associé qui commence à vous regarder au bout de 2 ans de collaboration en disant « ça serait pas mal si tu commençais à ramener des clients et à montrer que tu es capable de le faire ». Ou si tu faisais progresser le cabinet. Et voilà, mais c'est surtout là-dessus. Après, non, moi je reçois pas encore de bouquets de fleurs ou de trucs, ça m'a sauvé la vie, mais on sait qu'on a des élèves avocats. Sur le moment, on a vraiment 3 catégories. Il y a les élèves avocats pour qui c'est une épiphanie. Ils attendaient que ça après la fac, qu'on leur laisse la possibilité de bosser sur leur projet et qu'ils ne soient pas que de la rédaction juridique, mais sur des sujets juridiques. Il y a ceux qui, c'est le FB, je survis, je vais jusqu'au bout. Et puis il y a ceux qui se mettent en croix, qui se mettent en opposition. Si j'ai choisi la profession d'avocat, c'est pas pour faire une école de commerce. Et donc voilà, c'est pas mais on est persuadé que ce qu'on fait, c'est absolument essentiel. Donc on poursuit. Romain, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le legal design? Parce que pour l'instant, c'est peut-être un peu flou pour certains de nos confrères. Ouais, alors le legal design, déjà ce que c'est pas une méthode de décoration de documents. C'est pas ça. Vous me mettez un document, il y a plein de pictos, il y a des couleurs, il y a des schémas, c'est pas forcément un document legal design. Vous me donnez un document où il y a que de l'écrit en Arial 12, ça se trouve c'est un document legal design. Le legal design, c'est une méthode de conception. C'est une méthode de conception de documents. L'idée, c'est de réussir 2 choses. C'est de réussir à faire un document qui va au plus près de ce dont le client a besoin. Et là, généralement, on se retrouve à avoir des considérations qui sont un petit peu dérangeantes. Genre, aucun client n'a besoin d'une consultation. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, on va essayer de faire un document qui vraiment aide le client
Mais on va aussi essayer de trouver une façon de faire ce document qui nous fait gagner du temps. Et aussi qui nous permet de ne jamais descendre en dessous d'un certain niveau de qualité. C'est-à-dire un modèle de... Alors ça peut être un modèle de contrat, un modèle de... une méthode de rédaction de courriel. Enfin, c'est vraiment plein de recettes qui nous permettent, plein de recettes de forme, mais qui nous obligent sur le fond à jamais descendre en dessous d'un certain niveau, même si c'est une journée où on n'est pas trop en forme, où on n'a pas trop le temps, ou alors on doit confier le travail à quelqu'un qui est encore un peu junior. C'est des méthodes de forme qui ne laissent pas d'autre choix que d'assurer un certain niveau de qualité. Donc c'est vraiment une méthode de conception, dans le sens où produit ce que le client adore et qui de notre côté, nous a coûté pas très cher à produire. Alors, j'en profite je continue dans la lignée de ce que Nadine demandait. C'est une méthode qui, à l'origine, nous vient des États-Unis, si je ne me trompe pas, non? Ouais, tout à fait. Historiquement, le mot vient de Stanford. Et ben voilà, j'ai perdu son nom, mais je ne connais qu'elle. C'est une On étudiante la de connaît Stanford en toutes. design. On la connaît toutes. On le retrouvera, le nom. On va le retrouver. Je retrouverai le nom. Ah nom de Dieu. Ah bon. Et ce nom est venu de là. C'est une étudiante en design qui s'est dit, mais si j'appliquais les techniques de ce qu'on appelle le design thinking au droit, et à cette occasion-là, le mot legal design est sorti. Moi, il s'avère que dans ma vie professionnelle, j'ai eu une parenthèse où j'ai fait faire du design thinking dans des grandes entreprises en dehors du juridique. Donc, quand je vois le legal design, j'ai tendance à me dire, en fait, oui, c'est du design thinking, un truc qui a été utilisé dans les nouvelles tech, puis dans l'industrie, puis dans les services. Enfin, moi, à mon époque, c'était utilisé à fond dans la banque et l'assurance. C'est des méthodes pour revoir son activité, essayer de la débureaucratiser et essayer de repartir sur quelque chose de plus efficace et de reprendre les choses un peu à zéro en se disant, on a l'habitude de faire les choses comme ça, mais en vérité, est-ce qu'on fait ce qui est le mieux pour le client ou est-ce qu'on fait juste ce qu'on a l'habitude de faire? Voilà, c'est juste une remise à plat de ça, en fait, appliqué au juridique. Après, dans le juridique, c'est vrai que notre activité a certaines spécificités. Donc, le legal design, c'est en gros cette façon de se débarrasser un petit peu des habitudes qu'on a pour réinstaller de nouvelles façons de faire, appliquées aux consultations, aux conclusions, aux contrats. C'est Margaret Hagan, c'est ça? Margaret Hagan, tout à fait. Margaret. Maggie. Maggie, comme on l'appelle. Voilà. Tu avais une question, Xavier? Non, en fait, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des étapes du design thinking, Romain, s'il te plaît? Oui, les étapes du design thinking. La première, alors, il y a plusieurs méthodes qui tournent autour à peu près généralement des mêmes jalons. Moi, ma méthode à moi, elle réside autour du constat. Donc, le premier truc, c'est le constat, c'est partir de l'idée qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, voilà. À ce stade-là, on ne sait pas trop d'où ça vient, qui ça impacte, mais on a le sentiment qu'un truc tourne pas rond. Ça nous parle, Romain. On pourra faire un parallèle avec la négociation, je pense, après. Mais vas-y, déroule. Non, mais je mets des heures à rédiger des contrats et quand je le donne à mon client, non seulement il fait la tronche, mais en plus, après, il met du temps à payer mes honoraires. Ah oui, alors là... Voilà, c'est moi, voilà, c'est le genre de truc. Pourtant, j'y mets du soin, j'y mets toute mon âme et je produis un truc qui déplaît au client et en plus de ça, je cours après les honoraires. Ça s'appelle un constat. Le premier temps, c'est le constat. Le deuxième temps, c'est l'analyse de la cible. Ok, sur qui je vais me concentrer? Donc en fait, à chaque fois qu'on a un constat, c'est qu'on a plusieurs personnes autour, c'est de se dire, ok, quel est le rôle des différentes personnes? Alors moi, je le résume dans ce que j'appelle un tableau de diagnostic de situation, où on va essayer de prendre tous les utilisateurs impliqués dans la situation et pour chacun, on va déterminer c'est quoi leur frustration, c'est quoi leurs contraintes, c'est quoi les objectifs que je me donne auprès d'eux, et ensuite c'est quoi le parti pris que j'adopte. Moi, c'est un tableau à 5 colonnes. On peut se le faire pour un mail. Avant de sortir un mail un peu compliqué, ok, à qui il est destiné, quel est le besoin de la personne qui va l'utiliser, c'est quoi ses contraintes, quel est l'objectif que je me donne, c'est souvent le plus dur, parce qu'on a tendance souvent à rédiger un truc pour dire qu'on a rédigé et qu'on a fait le taf. Et des fois, on se dit pas, mais en fait, non, vous êtes en plein dedans. Est-ce que mon client a besoin d'un contentieux ou est-ce qu'il a juste besoin de récupérer son argent ou d'avoir une solution de rechange? Donc, tomber sur vraiment l'objectif, je veux lui faire obtenir ça, et ensuite on adopte un parti pris. Donc,
Le constat, la cible ensuite, dans mon tableau à 5 cases, ses frustrations, ses contraintes, mes objectifs, et à la fin, un parti pris et une solution. Donc le parti pris, c'est l'idée, si ma cible elle a tel besoin, qu'elle a telle contrainte et que je me donne tel objectif, je vais partir dans cette direction. Ce qui est hyper important dans le parti pris, c'est de se dire, il y a des choses que je ne vais pas faire. Si mon client veut qu'on gère son contentieux de manière rapide et discrète, il y a un truc qu'on va peut-être pas remplir, on va peut-être pas lui faire avoir jusqu'au dernier euro auquel il pourrait prétendre. Donc on va privilégier quelque chose, donc on se formule qu'on va pas faire certaines choses. Si je dois faire un contrat court, il sera pas exhaustif. Si je dois faire un truc exhaustif, il sera pas court. Si j'essaie de faire un truc court et exhaustif, je fais un truc qui ressemble à rien. Donc c'est toujours cette idée de quand à un moment, on doit faire un choix clair et l'assumer, aller jusqu'au bout, parce que si on poursuit 2 partis pris dans un même support, généralement on n'en fait aucun des deux bien. Donc ça c'est vraiment un travail qui est rapide quand on doit faire un email, mais qui vaut le coup. Dans cet email-là, je veux obtenir ça. Donc, je vais faire un email agressif. S'il est agressif, j'assume le fait que j'y vais. À l'inverse, je peux décider de faire un mail pédagogique. Si j'explique un truc au client, je ne vais pas commencer en plus à lui expliquer ce qu'il faut qu'il fasse. Je vais juste lui expliquer dans quelle situation il est, les notions. Je vais vraiment axer pédagogie. Voilà, c'est une fois qu'on a le parti pris, on décline la solution, je vais faire ça et on l'exécute. Le parti pris, c'est l'intention, l'objectif, l'intention. Le parti pris en business, dans le design thinking appliqué au business, le parti pris, c'est ce qu'on appelle la vision. D'accord. Je vais donner un exemple que j'utilisais quand on faisait des ateliers, des hackathons comme ça dans les groupes industriels. C'est l'exemple qu'utilisait un des formateurs qu'on avait et que je trouvais ultra pertinent. C'était dans les années fin 2010, la différence entre BMW et Volvo. La vision de BMW, c'est le plaisir sur la route. La vision de Volvo, c'était, à l'époque, maintenant je ne sais plus ce que c'est la dernière vision, mais c'était d'ici 2020, plus aucun mort ou blessé grave dans une Volvo à cause d'un problème de sécurité. 2 visions différentes. Si je veux faire le tour de la Croisette et avec des lunettes de soleil et faire le kéké, je ne vais pas prendre une Volvo, je vais prendre une BM. Donc, quand on est BM, on doit accepter le fait que notre vision nous engage, nous oriente vers une certaine cible. Si au sein de BMW, il y a un super ingénieur qui dit « Hey les gars, j'ai trouvé une solution pour renforcer et multiplier par 2 la sécurité de nos voitures. Par contre, ça nécessite de mettre des barres latérales sur les côtés qui vont faire qu'au niveau design, ça va être très moche. » Si je suis BMW, c'est une très bonne idée, mais c'est une bonne idée à laquelle je renonce. Parce que moi, ma cible, ma vision, c'est le plaisir sur la route. Des voitures belles sur lesquelles le moindre gravier, je le ressens dans les suspensions. Si à l'inverse, j'ai une famille de 5 enfants et qu'on fait des trajets à la maison de campagne tous les week-ends, moi, en fait, la joliesse de la voiture, le côté sensation de la route, tout ça, c'est beaucoup moins important. Moi, je veux la sécurité pour moi et ma petite famille. Je vais aller vers une Volvo. Et si la Volvo, c'est pas la plus belle des voitures, ça me va. En fait, c'est ça une vision. Et dès qu'on, dans les designers appellent aussi ça l'étoile du Nord, la North Star. C'est-à-dire l'idée que quand je pars dans un projet, je dois jamais perdre de vue ce parti pris, cette vision, cette chose qu'on s'est dit au début de ce qu'on ferait et en se mettant d'accord sur ce qu'on ferait pas. On a le droit d'en changer en cours de route, mais en cours de route, et c'est très important dans la relation client, si votre client, vous avez décidé qu'on allait traiter un sujet avec comme priorité la vitesse, si à un moment le client dit « Ouais, mais on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça », ça vous permet de dire « Attends, tu es en train de changer la vision. » On peut en changer, mais juste il faut se l'accorder parce que tout ce que j'ai mis en place, c'était pertinent par rapport à cette vision. Voilà. Donc, mais le mot vision, il ne marche pas beaucoup avec les juristes, donc je l'ai abandonné. J'ai plutôt décidé sur des documents, je vais plutôt parler de parti pris. Romain, moi qui ai une formation en psychothérapie relationnelle, j'emploie énormément le mot de viser. Parce que l'étoile polaire, le nord, etc. Mais c'est exactement ça, ouais. Essaye peut-être de prendre visée au lieu de vision, je ne sais pas. Je sais, Nadine, je sais, les anglicismes. Alors, malheureusement, je suis dans un métier où à chaque fois que j'essaie d'utiliser autre chose que les anglicismes, les gens comprennent moins bien. Mais je vais essayer. La visée, c'est vraiment très compréhensible pour tout le monde. Hein, mais j'ai pris parti pris.
Oui, oui, mais c'est très bien. Ce qui me fait penser en t'écoutant, le legal design vient à l'origine donc des États-Unis, Stanford, McGee, on en a parlé. Est-ce qu'il y a des particularismes culturels? Est-ce que tu as développé finalement un legal design à la française? Ou est-ce que globalement la méthode pourrait être considérée comme universelle? Euh, ce qui est universel, dans la méthode du legal design, c'est pour moi vraiment ce côté, s'autoriser d'abandonner certaines habitudes. Quitte à se dire, voilà, s'autoriser de se dire, est-ce que vraiment une consultation grand 1, grand 2, AB, est-ce que vraiment mon client a besoin de ça? Est-ce que vraiment des conclusions en mode littéraire, le juge, c'est utile pour lui dans la situation dans laquelle il est. Donc, ce qui est universel, c'est le côté de se projeter chez son utilisateur et de se dire, mais en fait, mon utilisateur, il a besoin de ça, et d'accepter le fait que ça peut me mettre dans une position inconfortable qui est que il a besoin de ça, mais moi, c'est pas un truc sur lequel je me sens très fort. Et là, on est face à un choix. Est-ce que je dis non à ce client parce que du coup, c'est pas un produit que je suis capable de produire et en étant rentable, ou est-ce que je me dis, ok, je vais monter en compétence pour pouvoir le proposer. C'est ce côté intransigeant. Ça, c'est universel. Ça doit faire mal. C'est très simple à dire, c'est gratuit de dire il faut s'adapter aux besoins du client. Je vois qu'il y a Karine Ambroise dans les commentaires. Karine, elle a fait un travail énorme sur son activité d'avocate pour coller aux besoins du client. C'est hyper inconfortable. Se rendre compte qu'en fait, nos clients, les statuts, ils s'en fichent. Notre pack d'associés, ils s'en fichent. Parce qu'en fait, de toute façon, c'est une start-up qui va aller chercher des fonds auprès de fonds d'investissement. Et ces fonds d'investissement, ils sont habitués à du captain contrat. Donc, si je lui fais un truc sur mesure, ça va le desservir. Parce que ça va être difficile à comprendre pour quelqu'un qui est habitué à du captain contrat. Avoir ce genre de réflexion, d'aller jusqu'au bout du quotidien de son client, essayer de se dire, je le connais, je vais lui poser des questions, je vais me projeter, je vais me déplacer sur place, je vais faire un bail commercial pour un restaurant, je vais aller voir les locaux pour savoir ce qu'il faut que je mette à sa charge comme entretien, est-ce qu'il faut vraiment évacuer. Ce genre de truc, ça c'est universel. Moi, ma façon de faire, qui est propre, c'est le côté méthode. Je suis pas le côté diagnostic client, empathie, c'est indispensable, mais moi j'ai tendance à me dire, je peux pas commander à quelqu'un d'être empathique. Le legal design, c'est un état d'esprit, je suis plutôt contre. Donc moi, je propose plutôt des canevas, des méthodes. Par exemple, une façon de rédiger, ma stratégie de rédaction, c'est N1, N2, N3. Quand on s'oblige à rédiger en N1, N2, N3, on est obligé de mettre la conclusion en tête et on est obligé de faire court. Et je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, il faut que tu sois concis. Je dis juste, rédige ce que tu as rédigé avec cette méthode. Si tu y arrives, c'est que c'est concis. Et surtout, si tu arrives à être concis avec cette méthode, c'est que tu sais ce que tu veux dire. Et donc, moi, j'aime beaucoup les recettes de forme. Donc, je fonctionne avec des matrices, je fonctionne avec des stratégies de rédaction. Sur les schémas, je dis, sur les schémas, il y a 4 types de schémas. Lequel de ces 4 types tu trouves pertinent? Aucun, c'est qu'il n'y a pas besoin de schéma. Voilà. J'aime beaucoup des méthodes de forme qui conduisent aux bonnes réflexions sur le fond. Et ça, c'est vraiment ma patte. C'est vraiment le côté des recettes, on l'apprend, je dois rédiger un document qui a telle forme. S'il y a des cases vides, c'est que je dois m'interroger sur le fond de la stratégie ou sur mon intention. Et du coup, on arrive à régler le fond, mais parce que c'est la forme qui nous la pose. Ça, c'est pour l'instant le truc un petit peu sur le terrain qui est ma patte. Alors, C'est vrai que pardon. Non, vas-y, Xavier, vas-y. C'est vrai que cette méthode N1, N2, N3, pour l'avoir vue en formation avec toi, c'est assez perturbant pour un avocat, parce qu'on va plutôt mettre la conclusion à la fin, qui découle logiquement en fait de tout ce qu'on a pu dire avant. Et le fait d'inverser et de mettre en pertinent, en gras en premier, la conclusion, et ensuite nos éléments de réflexion pour permettre en fait à la personne qui lit les conclusions d'aller chercher l'information s'il le souhaite. C'est vrai que quand j'ai vu en formation, je me suis dit, oh, ça peut bloquer beaucoup d'avocats.
Alors pour le coup, il y a des recettes sur lesquelles des fois je dis il y a des limites, dans certains cas ça marche pas. Celle-là, la stratégie qui consiste à dire quand j'ai quelque chose à dire, je commence par la conclusion, ensuite j'explique. Il n'y a aucune bonne raison de la contourner. Il n'y a jamais de bonne raison. Il n'y a jamais de bonne raison. À tel point que quand je vois des avocats qui n'arrivent pas à le faire, qui disent mais sur ce truc-là, j'arrive pas à poser ma conclusion d'abord et à rédiger derrière, c'est 9 fois sur 10 qu'en fait, il y a quelque chose de pas clair. Quand on n'arrive pas à assumer tout de suite, dès sa première ligne, c'est ça qu'il faut faire, et ensuite j'explique, c'est qu'au fond, on se sert des méandres du raisonnement pour cacher le fait qu'à la fin, on n'arrive pas à une vraie conclusion. Quand on la met en tête, non seulement il faut bien la définir, bien la découper, mais ensuite, après, il faut l'assumer. Et toutes les explications qu'on met doivent uniquement... À partir du moment où je vous ai dit, je vais vous emmener en Chine, bah, si je commence à vous dire, donc première étape, on va prendre l'avion pour aller au Groenland, dès la première étape, vous dites, il y a quelque chose qui cloche dans ton raisonnement. Ce qui fait que le fait de mettre sa conclusion en tête rend nous oblige à une efficacité dans le raisonnement. C'est une sorte d'autodiscipline, mais très inconfortable, mais il n'y a que des bonnes raisons de s'imposer cet inconfort. Et ce truc-là du N1 et de N3, je l'ai piqué, en fait, c'est pratiqué depuis 20 ans dans le marketing. Hein. Romain, j'ai une question pour toi. Tu bouscules les habitus, cher à Bourdieu. Est-ce que tu as des retours de magistrats quand on leur présente des conclusions de cette manière? J'ai des retours d'avocats qui ont eu des retours de magistrats. D'accord. Alors j'en ai mes clients qui prennent le temps de revenir vers moi, j'en ai vraiment. Je dirais que j'ai une dizaine d'excellents retours de deux choses, d'avocats. D'abord, c'est eux qui ont fait un excellent travail, mais juste, moi, mes stratégies permettent de ne pas gâcher ce travail. Je rajoute rien, juste ça permet, la stratégie traditionnelle la présentation traditionnelle des conclusions gâche le travail intellectuel qu'il y a eu derrière. Les deux choses que j'ai, c'est des juges qui, en audience, prennent les conclusions de l'avocat et gèrent l'audience avec ces conclusions parce qu'il y a tout dedans. Il y a la cartographie des demandes de la partie adverse, de ses arguments, c'est-à-dire qu'on a pris le soin de remettre de l'ordre chez la partie adverse et sans l'entacher, hein, vraiment de façon très objective, voilà ce qu'il demande. Et à ce stade-là, je ne dis pas que c'est complètement aberrant. Non, je cache rien. Je dis voilà ce qu'il demande. En face nos arguments et en face nos prétentions. Donc vraiment, quand vous avez une fiche sur 2 pages qui décrit tout ça, le juge, il peut gérer les débats. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'il gère le débat? Il est en train de le faire à partir de vos conclusions. Ça veut dire que quand il rentrera chez lui, le premier document dans lequel il a ses repères, c'est vos conclusions, il va commencer par ça. Déjà. Donc, ça, c'est le premier effet. Et puis, le deuxième truc, c'est qu'il y a des avocats à qui les juges prennent le temps derrière, après l'audience, de venir voir en disant « Merci, c'est super ». Parce que ça leur fait gagner du temps. Mais là encore, je ne fais que piquer des trucs que d'autres professions qui sont aux prises avec des sujets complexes et des documents complexes ont mis en place parce que c'était plus pratique. Et c'est juste des professions qui ne s'encombrent pas de traditions qui aujourd'hui sont plus vraiment pertinentes. En fait, excuse-moi Martin, de nouveau. Vas-y Martin, cette fois-ci je te laisse la main. Non, ça faisait étrangement écho à ma modeste expérience de chargé de TD sur le cas pratique, parce qu'en réalité, sur le cas pratique, on s'aperçoit, quand on corrige des cas pratiques, de toutes les lacunes et de tous les écueils du cas pratique. C'est-à-dire que si on invite l'étudiant à respecter l'ordre du syllogisme et à présenter sa conclusion à la fin, en réalité, ce qu'il va nous faire, c'est nous exposer une majeure dans laquelle il va nous mettre tout et n'importe quoi, et beaucoup de confitures et beaucoup de règles dont on n'a rien à faire et de jurisprudence qui ont plus ou moins quelque chose à voir avec le cas traité. Il va ensuite nous discuter rarement bien et rarement en prenant réellement le temps de l'application des règles aux faits,
alors que ça devrait être une partie centrale de l'exercice. Et il va nous présenter ensuite une conclusion dans laquelle il réintroduira ensuite des nuances parce qu'il s'aperçoit que il y a peut-être des exceptions dont il aurait dû discuter. Et finalement, obliger l'étudiant, et je pense que c'est à ça que je voulais en venir, je ne voulais pas critiquer les exercices juridiques, loin de moi cette idée, mais peut-être que d'obliger dès la fac les étudiants dans les cas pratiques à exposer leurs conclusions, les amènerait aussi à avoir réfléchi à la conclusion. Parce que souvent, on s'aperçoit qu'ils introduisent une conclusion, puis ensuite des nuances, et en fait, on ne Et ils comprend pas la partent. conclusion. Tu sais, Martin, et ça, je m'en suis rendu compte. J'ai pas fait le lien à l'époque, c'était pas du legal design. À l'époque, je suis arrivé vraiment sur ce truc-là parce que j'ai été chargé de TD 7 ans. Ma technique, à la fin, la technique que je donnais à mes élèves, à mes étudiants pour les cas pratiques. Et honnêtement, j'avais des bons résultats. Hein. J'étais un des chargés de TD qui avait les meilleurs résultats. C'était faites le cas pratique à l'envers. Premier truc, vous voyez un cas pratique, il y a tout de suite la solution qui sort. Si la solution ne sort pas, vous ne faites pas le cas pratique parce qu'en fait, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas le cours. Le cas pratique, c'est jamais qu'un des arrêts qu'on a vu dans la fiche de TD changer. Donc, à la seconde où vous voyez le cas pratique, vous devez dire « Ah, mais ça, c'est du dol par omission. » Enfin, faut tout de suite, vous commencez par la solution. Donc, ensuite, maintenant que vous savez que c'est ça la solution, vous faites le raisonnement. Maintenant que vous avez fait le raisonnement, vous posez la question de droit. Puisque vous avez fait le raisonnement, vous savez quelle est la question à laquelle il répond. La question va être pertinente parce que les questions de droit qu'on pose et ensuite pour faire le raisonnement, comme tu dis, elles partent dans tous les sens. Tandis que quand on a fait le raisonnement, qu'on se dit la question, c'est Géopardy, la question pour y arriver, c'était ça. Donc ils faisaient la question de droit en fonction du raisonnement qu'ils avaient fait. Et puis à la fin, finalement, le fameux truc de ne mettez que les faits pertinents, mais tu ne sais les faits pertinents que parce que tu les as sortis dans le raisonnement. Donc dans le raisonnement, regardez ce que vous avez utilisé comme fait, voilà, c'est cela que vous devez mettre. Et ensuite, mais le pire, ce qui est dingue, c'est que je leur disais, maintenant, vous faites ça au brouillon, au propre, vous remettez les paragraphes à l'envers. C'est exactement ça. C'est la grosse différence entre le brouillon et le propre. Et le propre montre au correcteur, même s'il n'a pas accès au brouillon, le correcteur, c'est exactement la réflexion qui a été faite au brouillon. C'est juste tout le... Martin, le plus gros problème des avocats, c'est qu'ils sont persuadés qu'à la fac, ils ont toujours mis la conclusion à la fin. Alors le problème, c'est qu'à la fac, et alors, ce truc-là, pour ceux qui me suivent, et Karine qui me connaît, elle sait que ce truc-là, je le sors tout le temps. Mais c'est un truc, c'est le premier truc que je dis aux avocats qui résistent un peu au N1, N2, N3 en disant « Mais non, mais la conclusion, on nous a toujours appris à la mettre à la fin. » Je dis « C'est faux. À la fac, du premier devoir en première année, au dernier devoir, au dernier mémoire en cinquième année, on a toujours mis la conclusion en tête. » Et après, les gens, je fais toujours un petit sketch où les gens disent « Quand ? Oui, l'annonce de plan. Non, avant l'annonce de plan. Alors la phrase d'accroche. Avant la phrase d'accroche. Mais après, avant d'avoir mis votre prénom sur la copie. » Les gens sont un peu perdus parce que, Martin, tu as été chargé de TD, donc tu sais comment tu attaques une copie quand tu attaques un paquet de copies. Parce que nous, en tant que chargé de TD, à la seconde où on ouvre votre copie, avant même d'avoir lu un mot, on sait la conclusion à laquelle vous devez arriver. Parce qu'on a fait le corrigé. On ne fait jamais une lecture de découverte du raisonnement, on fait une lecture de vérification. On a un raisonnement en tête, on vérifie si ce que vous avez fait colle. C'est ce qui nous permet de corriger 30 copies en 3 heures. Sinon, ce serait impossible. Si je lisais vraiment le raisonnement de chaque élève, en fait, je fais une lecture de vérification et c'est ce qui permet de passer de 200 mots à 300 mots, 400 mots minute. C'est de faire une lecture où en fait, je sais ce que je cherche et je scanne un document pour savoir si ça correspond à ce que je cherche. C'est ce qu'on appelle la lecture active. À la fac, on a toujours répondu à des gens qui nous avaient donné le sujet, donc qui attaquaient, mais même notre mémoire. Le prof qui avait travaillé avec nous le plan, quand il ouvrait notre mémoire, il ne le découvrait pas, il savait à quelle conclusion on arrivait. Donc quand on fait la même chose à des clients qui doivent se taper 25-30 pages pour enfin comprendre à la fin quelle était la raison pour laquelle on leur faisait lire le document, en fait, c'est faux, on ne respecte pas du tout l'exercice de la fac, puisqu'à la fac, on ne parlait qu'à des gens qui connaissaient la conclusion avant. Donc, on remet notre client dans la situation des correcteurs de la fac. On leur dit, le but, c'est de vous montrer qu'il y a un dol par omission. Maintenant, voilà comment j'y suis arrivé. C'est ce malentendu, il est là. À la fac, on a toujours donné la conclusion en tête parce que les gens à qui on écrivait la connaissaient. Mais Romain, pardon, j'ai souvent l'impression d'un retour vers le futur. Moi, j'ai 40 ans de barre. Et j'ai été formée par des confrères très sérieux et j'ai toujours fait ça. Rien que mes titres choisis annonçaient évidemment quel allait être mon raisonnement. Mais c'est évident.
Et moi, j'ai toujours prétendu, j'ai aussi enseigné à l'EFB, mais il y a fort longtemps, j'ai toujours prétendu que le raisonnement découlait fielleusement des faits tels que je les présentais, et après, j'avais plus qu'à décliner 2-3 notions de droit, et c'était fini. J'avais tenu le raisonnement, mais que j'avais annoncé déjà dans mon titre. Donc, j'ai un peu l'impression qu'on revient à des choses qu'on faisait autrefois. C'est comme ça que j'avais été formée, moi. Nadine, le plus grand compliment qu'on puisse me faire, c'est j'ai rien inventé. J'invente rien. Non, en effet, moi j'adore lire des vieux arrêts du début du XXe. À une époque où sortir du texte, allonger la sauce, ça supposait matériellement sortir de la feuille, avoir quelqu'un qui tape et faire des corrections. Il y avait un coût physique au fait de faire long. Bah, quand on lit ces conclusions, c'est d'une efficacité, c'est d'un concret que je trouve, mais qui est tellement rafraîchissant par rapport à aujourd'hui. Quand des fois, je vois des... En fait, la profession s'est perdue avec la facilité du copier-coller informatique. Ça coûtait plus rien de prendre des gros morceaux, de les jeter là et de se dire, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais ça fait bien. Mon lecteur se débrouillera avec. Oui. Comme quand il n'y a plus aucun coût à rallonger la quantité de mots, et ben en fait, on arrive à des... Et au bout d'un moment, à des phrases où on dit en 25 mots quelque chose qui devrait tenir en 5, quitte à y passer plus de temps avant d'écrire. Et ça, j'aime beaucoup le travail du langage clair sur la clarté de son propos. Le langage clair est quelque chose qui est... Je suis incapable de sortir un premier jet en langage clair parce que j'affine ma pensée en même temps que j'écris ma première version qui est en langage pas clair. Mais le langage clair oblige à savoir précisément ce qu'on veut dire. Encore une fois, c'est inconfortable. Il y a des situations dans lesquelles on a juste envie de dire « j'ai fait le mail », mais on n'a pas envie de se prononcer dedans. On passe son temps à jouer avec nous-mêmes, des fois de manière inconsciente. Le langage clair et les techniques de legal design, c'est un retour à des pratiques très anciennes qui est « réfléchis avant d'écrire, pose-toi ». Chose que je ne faisais pas du tout quand j'étais un jeune avocat. Quand j'étais jeune avocat, timesheet, si je ne suis pas en train de taper sur mon clavier, c'est que je ne suis pas en train de travailler. Bah, en fait, maintenant, je passe du temps à rêvasser, à regarder dans le vide pour sortir un mail, un document, une fiche, un contrat qui va être 2 tiers plus court. À faire des flèches, des schémas. Ça nécessite aussi d'avoir un vaste champ de vocabulaire. Ça enrichit le vocabulaire. Un truc. Écrire une phrase concise, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et ça oblige à trouver les bons mots, le mot juste. Tout à fait. Et puis, peut-être Romain est là, vais-je être iconoclaste, je ne sais pas, mais est-ce que la longueur des conclusions et ce déploiement, on l'a vu se faire, des conclusions illisibles maintenant, déjà pour moi et la partie adverse et pour les magistrats, j'imagine que c'est pas plus lisible que pour moi. Mais est-ce que ça ne tenait pas aussi, peut-être un peu bêtement, à la tarification des honoraires? Enfin, la manière de tarifier ces honoraires. Parce que si je fais long, je ne vais pas pouvoir facturer plus que si je fais ultra condensé, mais parce que j'y ai passé des heures carrées à faire du condensé et de l'intelligent et de l'efficient. Ouais. Mais du coup, peut-être je peux moins. C'est quelque chose qu'on voit, en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres domaines. C'est un parallèle qui peut-être n'est pas un bon parallèle, mais c'est sûr que l'avocat accompagnant en médiation, il veut parfois intervenir à tort et à travers pendant la médiation pour justifier un petit peu ses honoraires, alors que s'il était en appui et qu'en fait il ne disait rien, c'est là qu'il jouerait sans doute le meilleur des rôles. Dans la plupart des situations, évidemment, chaque situation est différente. Mais oui, il y a peut-être des questions aussi d'honoraires et entre guillemets, de quantité de ce qu'on... Et je vais aller même un peu plus loin. Est-ce que ça ne masque pas l'incompétence de certains de nos confrères? Pardon, hein, je lâche un peu ce gros mot, mais il y a des confrères qui noient le poisson par des écritures qui ne veulent strictement rien dire et qui sont complètement à côté de la plaque. Or, le legal design, à mon sens, c'est faire concis, faire clair, donc être compétent dans la matière. Il y a plein de sujets là que vous avez soulevés. Là, vous avez 4 heures devant vous. Oui. Mais dans l'ordre, sur les honoraires au temps passé, oui,
mais c'est l'une des plus grandes légendes urbaines. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi, je suis passé. Alors, Nadine, tu m'excuseras cet anglicisme, mais au niveau marketing, si j'utilisais l'équivalent français, je vendais rien. Donc, j'ai utilisé un anglicisme. C'est pour ça que je suis passé du legal design au legal practice management, parce que je me suis rendu compte, déjà, le legal design tout seul, faire des docs jolis, sans penser process et organisation, ça n'a pas trop de sens. Encore une fois, l'intérêt du legal design, c'est faire un document qu'on va produire plus vite que le document qu'on a tendance à faire. Donc, c'est pour ça que ça demande toujours des réflexions sur de quoi je m'occupe, qu'est-ce que je fais pas, comment je l'attaque, etc. Donc, c'est pour ça que je suis parti un peu sur Legal Practice Management, qui est un anglicisme que j'ai inventé pour dire il y a du legal design, mais avec du process et une réflexion un peu marketing autour. Et du coup, ça pose la question, dans ce cadre-là, je pose la question des honoraires. C'est la plus grande légende urbaine qu'ont les avocats, qui est de croire que le taux horaire existe. Parce que moi, j'ai été en service juridique. J'ai fait bosser des avocats. J'ai fait bosser sur des dossiers. Des fois, j'avais des budgets de 100 000 euros, des consultations à 25 000 euros. J'en ai benchmarké des avocats. Je me suis retrouvé de l'autre côté. L'avocat, moi, j'avais des budgets. J'avais des lignes budgétaires. Je préétudiais la question. Je savais à peu près ce qu'il y avait dedans. J'avais besoin qu'un avocat aille plus loin et surtout qu'il s'engage. Hyper important. La valeur de l'avocat, c'était pas forcément sur les recherches, on savait les faire. Mais un avocat qui dise je me mets à côté de toi et je te dis oui, c'est la bonne solution et je mets ma responsabilité civile dessus, c'est précieux et c'est pas du tout comment dire, c'est pas déconsidérer l'avocat. Moi, je peux dire je pense que c'est comme ça, je dormirai très bien la nuit. Un avocat qui dit je mets ma responsabilité là-dessus, même si c'est pour arriver à la même solution, c'est précieux, je paye pour ça. C'est ça le métier. L'avocat, c'est celui qui dit non seulement tu as raison, mais en plus, je m'engage là-dessus. Donc, en fait, on s'en fiche à l'intérieur la quantité. Si vous vous engagez sur un sujet à 10 millions d'euros, vous prenez un pourcentage de ces 10 millions d'euros. Même si le sujet juridique est l'équivalent d'un projet à 20 000 euros. Parce que vous donnez à votre client un truc qui va garder, un waiver, pas un waiver, pardon, Nadine, Une nous, opinion. on avait des dossiers, on gardait le mail de l'avocat où on disait c'est celui-là qu'on sortira en cas d'incident. J'avais sur chaque consultation le mail et si l'avocat ne me le donnait pas, je courais après mon ancien confrère pour dire je veux un mail que je puisse sortir et t'opposer si on a un problème. C'est bon, j'achetais de l'assurance. Par conséquent, l'avocat qui me sortait sur une ligne budgétaire, de toute façon, je ne sais pas trop où on va, je vais te facturer au temps passé, j'avais toujours la même réponse. Il n'y a pas de souci, moi j'ai 20 000 euros. Moi j'avais cette transparence de dire aux avocats, si j'ai 20 000 euros, je ne te dirai jamais que j'en ai 15. Je te dis que j'ai 20 000 euros et si j'en ai besoin pour le 20 juin, c'est que je le regarderai le 20 juin, je ne vais pas te le demander pour le 10, pour le regarder le 20. C'était mes deux trucs que je disais aux avocats. Par contre, derrière, c'est ton travail de savoir si oui, ça rentre dans les 20 000 et si oui, tu peux le faire pour le 20 juin. Comme quelqu'un qui fait des travaux. J'ai tant de budget pour ma maison, est-ce que ça rentre? Ça fait partie de ton expertise. L'avocat qui dit, je ne sais pas, on va aller au temps passé, moi, ma réponse était toujours la même. Il n'y a pas de souci, faites-moi un truc au temps passé, faites-moi la liste de toutes les diligences, je ne la regarderai pas. À la fin, comme par magie, le temps passé que vous aurez fait amènera une facture de 20 000 euros. Si c'est une facture de 21 000 euros, je vous payerai 21 000 euros et on ne retravaillera plus jamais ensemble. J'ai toujours eu des factures au temps passé, au forfait, fais ce que tu veux. Moi, j'évalue ce que ça vaut. Puisque je suis juriste, je sais à peu près ce que ça vaut. Si mon prix n'est pas assez cher, l'avocat vient en m'expliquant que ce n'est pas assez cher et s'il est convaincant, j'augmente le budget. Une fois qu'on s'est calé sur un budget, moi, l'intérêt de passer par un avocat, c'est de remettre ma charge mentale là-dessus. Donc en fait, les avocats qui font du taux horaire font toujours la même chose. Ils facturent au taux horaire, mais tombent toujours dans ce qu'ils pensent être à peu près le forfait acceptable du client. Et si un mois, il le dépasse, le mois suivant, il le rattrape. Tout le monde fait du forfait. Parce que notre taux horaire, comme par hasard, il tombe toujours dans ce que le client est à peu près prêt à payer. C'est pour ça que le taux horaire est une... Mais les agences de com ont été soumis au même principe. Les agences de com sont l'autre grand secteur qui travaille au timesheet. Sauf que le timesheet, il sert en interne à évaluer qu'on reste dans le budget. Mais on vend un budget. Et on a un chargé de clientèle. Et c'est une fonction qui manque dans les cabinets d'avocats. C'est les avocats commerciaux, chefs de projet, qui ne sont pas dans chacun des dossiers, mais qui sont sur l'ensemble des dossiers et vérifient qu'on reste dans les budgets. C'est une compétence. Dans les agences de com, chaque graphiste, chaque auteur rentre ses timesheets, mais c'est pour vérifier qu'on est bien dans le budget. Et si on en sort, on fait derrière ce qu'on appelle un obituary meeting, c'est-à-dire une réunion où on essaye de regarder ce qui n'a pas été pour en tirer des leçons pour plus tard. Mais l'idée qu'on facture aux clients son temps passé, aucun client ne l'admet. On l'admet
en disant bon, bah, tu m'as mis 40 heures ce mois-ci, tiens, comme par hasard, au mois suivant, ce sera 15. Parce que la moyenne, c'est. Voilà. Donc, ça, c'est le premier truc, c'est le temps passé n'existe pas. Et en plus, il incite à pas être efficace. Bah, en effet, je vais faire en 4 heures. Si je deviens expert dans un truc et que j'arrive à sortir un truc génial en une demi-heure, là où mes confrères le font en 4 heures, je vais le facturer moins cher. Ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, il faut sortir du temps passé. Ça n'a aucun sens. Le deuxième truc, c'était la question de savoir est-ce que ça masque des fois un défaut de professionnalisme pour les avocats. Ouais, mais moi aussi. Hein. Moi, dans mes formations de legal design, je reprends. Moi, je suis dans mes formations. Quand j'ai une formation legal design sur un contrat, j'ai refait un contrat entier de 20 pages. J'ai refait des conclusions entières. Ces conclusions, je les ai récupérées du travail que je faisais quand j'étais avocat. Pareil pour le contrat. J'étais impliqué dans mon taf. J'étais pas mauvais juriste. Mais ouais, quand je pratique la stratégie quand je réapplique les méthodes du legal design, la quantité d'erreurs, d'incohérences, de contradictions, de contresens qu'il y a dans des documents sur lesquels j'avais passé un temps infini, elle est énorme. C'est pas de la médiocrité. Pas toujours. Il y a un truc qui est très clair. Et une fois, j'en ai parlé avec un gros cabinet d'avocats qui fabriquait des contrats de VFA de 80 pages sur des gros projets à 100 millions d'euros. Un contrat de VFA, quand on l'a mis dans un tableau Excel, c'est 215 points. C'est comme un contrôle technique d'une voiture. Le mécanicien, il a 260 points à vérifier. Si ces 260 points, je les noie dans un document littéraire, au niveau juste cognitif, c'est vouloir nager en ayant les 2 pieds dans un parpaing. Si j'ai 250 points de contrôle sur une opération pour la sécuriser juridiquement, je ne fais pas un document où je les raconte et je les noie dans des paragraphes. Avec des articles qui vont en contenir 5, 6, je me mets en position de les contrôler, de les revoir, de les vérifier, de repartir d'une base où ils sont présents. Donc en fait, c'est pour ça que je suis un peu en bataille contre les pratiques juridiques habituelles. C'est quand j'ai vu d'autres métiers se dépatouiller avec des sujets hyper complexes, ils se mettent à l'aise au niveau cognitif pour pouvoir gérer cette surcharge. Je ne peux pas avoir en tête 216 points juridiques d'une opération au niveau littéraire et être sûr qu'à la page 80, je ne suis pas en train de défaire ce que j'avais posé à la page 5. Sauf à me donner les moyens qui sont de dire mon contrat, il est plus structuré en article, il est structuré en points et chaque point est vu constamment selon la même séquence. À ce moment-là, je me mets dans la position de pouvoir vérifier qu'il n'y a pas un moment des incohérences. Surtout que ces 276 points, peu importe dans l'exemple, ils peuvent être liés ensemble par une logique booléenne, j'imagine. Si Complètement. le point 3, c'est ceci, alors c'est cela, if not, c'est ceci. Donc, alors, ce qui m'amène à la question, est-ce que l'intelligence artificielle a un rôle à jouer dans le legal design? Et si oui, tu vois lequel? Alors, Xavier, je vais revenir sur ce que tu as dit et je vais paraphraser Stéphane Baller. Ah, bonjour Caroline, merci Caroline. Caroline qui nous dit « Les cours de Romain sont les plus utiles que j'ai eu la chance de suivre à l'EFB ». Et pourtant, Dieu sait que les cours à l'EFB sont tous de qualité, Caroline. Il nous propose une vision concrète de la profession qui s'inscrit dans un contexte tangible. J'ai déjà eu la chance de recevoir ce message, pour autant je réécoute, et là, je n'ai pas la suite. Si, Avec plaisir. je réécoute avec plaisir, voilà. Merci. Mais Caroline est le genre d'élève avocate qui est d'un niveau. Caroline est. Voilà. Mais merci beaucoup, Caroline. Ah oui, ça amenait d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ça amène aussi la question de savoir à quel moment il faut se former, parce que c'est la même question qu'on a en négociation. Parfois, on se dit, est-ce que c'est vraiment en licence ou en master ou à l'école d'avocat qu'on est déjà prêt à se former, ou est-ce que c'est plus tard qu'on comprendra, parce qu'on a vécu un certain nombre de choses, tout l'intérêt de se former? Toi, ton expérience, est-ce que ça varie en fonction des personnes, ou est-ce que tu as une idée du moment où c'est idéal de se former au legal design? Bah écoute, alors moi, mon expérience l'expérience qui a tout changé, c'est celle d'être passé en service juridique côté client. L'aller-retour côté client et le constat de la frustration que j'avais dans le travail que me rendaient les avocats, et pour autant ce travail était de qualité et correspondait exactement à ce que je faisais 6 mois avant, et ce côté, mais ça m'aide pas du tout.
Mais c'est infernal, mais c'est insupportable en fait. Ça, on le fait une fois, on n'en revient pas. Donc mon grand conseil, j'incite beaucoup les avocats à, dans leur carrière, un moment, moi ça a été mon cas, je suis sorti de la profession d'avocat pour aller côté client, je suis sorti de la profession juridique pour aller côté opérationnel, et du coup quand on avait des contacts avec les services juridiques, même avoir ce recul mais les services juridiques, il y a des choses, faut arrêter de les faire. Voilà. Donc ça, je trouve que moi j'ai eu besoin de ça. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait réussir à adopter ces stratégies sans forcément faire ces mouvements de carrière. Je trouve quand même que c'est aujourd'hui, vu l'incertitude, et ça va me permettre de recoller sur la question de Xavier sur l'IA, enfin sur ta question sur l'IA et ce que je voulais dire qui rejoignait ce qu'avait dit Xavier. Aujourd'hui, pour moi, il y a une grosse incertitude sur pas la pérennité de la profession d'avocat, mais le contenu des missions qu'on y met. À 2 ans, j'avoue, là, j'ai un petit mur, notamment à cause de l'IA. Je pense que la révolution que moi j'ai connue, c'est-à-dire des trucs que je faisais en 2009, qui aujourd'hui sont complètement faits par servicepublic.fr et mieux faits que ce que je faisais à l'époque et que je pourrais plus facturer, on va voir la même chose avec l'IA, mais sur une période beaucoup plus courte. Moi, on a eu 9 ans. Les cabinets d'avocats ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient laissé tomber ce chiffre d'affaires et qu'ils avaient pris d'autres activités pour prendre le relais. Mais là, parce que ça s'est fait sur 10 ans. Mais là, ça va se faire sur, à mon sens, 2 ans. Donc, j'aurais tendance à conseiller aux jeunes avocats c'est pas très correct ce que je veux dire, mais à un moment dans votre carrière, sortez de la profession, faites 3 ans autre chose. Parce qu'il va falloir pouvoir déployer du réseau, des connaissances, des compétences, de l'expérience qui aujourd'hui ne sont pas à l'intérieur de la profession juridique pour pouvoir ensuite y revenir d'autant mieux. Voilà, c'est le conseil que je donne aux élèves avocats, c'est aller voir le monde extérieur. Et revenez ensuite dans la profession d'avocat changer. Mais allez voir le monde extérieur. Il y a certains élèves, par exemple comme Caroline, qui n'en ont pas besoin, parce que Caroline, elle a eu déjà 10... Je ne comprends même pas comment à cet âge-là on peut l'avoir fait. Caroline, à son âge, a déjà eu 4 ou 5 vies professionnelles. Donc elle a déjà ce truc-là, donc elle attaque le métier d'avocat avec déjà ce recul. Il y a pas mal d'élèves avocats, et moi c'était mon cas, étudiant en droit, directement dans les cabinets, et c'est pas mal de profils que je vois chez mes élèves avocats. Il faut un moment, moi j'ai eu besoin de sortir de ce milieu, de sortir du milieu, rien que sortir du milieu, pour justement ensuite y revenir avec plus de plaisir et plus de lucidité. Et Xavier, quand je disais que sur l'IA, je vais paraphraser Stéphane Baller a dit dans une interview avec Enke KBD, une excellente interview sur la formation des avocats qui avait été menée par Legal Pilot. Cette interview, il y a tout sur la formation, sur la pédagogie des élèves avocats, il y a tout dans cette interview. En 1 heure, il y a un condensé de tout ce qu'il faut faire, tout ce qui ne va pas et toutes les solutions. Et Stéphane Baller dit un moment sur l'IA, l'IA ne laissera pas de choix aux avocats qui sont juste moyens. Parce que l'IA va faire très vite aussi bien qu'un avocat moyen. Donc en fait, les avocats, souvent on a le point de vue sur l'IA des avocats qui sont excellents et qui disent attends, elle n'arrive pas à mon niveau. Je suis d'accord. Mais quand on est côté client, quand on voit des fois des avocats qui font des trucs où ils ne vont pas au bout, où ils se contentent un peu de la surface des choses, et quand même on paye, ce genre de prestations-là, elles n'auront plus leur place avec l'IA. La mise en demeure un peu vite fait, l'assignation où on n'est pas allé au bout des faits, et voilà, ça, le travail moyen, l'IA, elle le fera. Et donc, les clients ne paieront plus pour ce travail moyen. Je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce qu'il va falloir, ça va inciter la profession à justifier de sa valeur et à sortir de cette idée que notre boulot, c'est de pondre du caractère, du nombre de mots, puisqu'elle le fait très bien, elle le fait mieux. Et d'aller sur ce qui me semble être vraiment hyper important, et ce que vous incarnez avec justement le côté négociation, c'est le droit appliqué à la situation concrète de mon client. Idéalement, à la fin du call, il a déjà une solution. À la fin de la semaine, il est sorti d'affaires. À la fin du mois, il a son argent. Les moyens pour y arriver, qu'ils soient super juridiques, trouvés dans le quotient en utilisant du Dalloz, ou juste pertinent en utilisant un peu de la négociation ou d'autres compétences, on s'en fiche. Mon boulot, c'est d'appliquer le droit dans la vie réelle. Ça, pour moi, ça, c'est passionnant. Et ça, c'est une énorme perspective pour les avocats.
Il y a énormément de, il y a à manger pour tout le monde si les avocats vont là-dessus. Mais c'est vrai que le côté un peu, j'attends des questions juridiques bien formulées, et je vais te donner l'état du droit. Les avocats qui ne font que ça, ils sont en concurrence directe avec l'IA qui va très vite arriver au même niveau. Pas encore, mais pas loin. Là, il y a des trucs qui vont sortir chez certains éditeurs juridiques où ils prennent le meilleur de ChatGPT sans les inconvénients, alimenté sur 16 millions de documents juridiques. Il y a un moment où même le meilleur juriste peut pas. Enfin, moi, j'ai vu tourner le machin, je l'ai vu faire un truc qui m'aurait demandé 2 heures, le faire en 10 secondes. Il faut le retailler, il faut le retravailler, il y a des petites retouches. Mais le client, quand il va comprendre qu'on a ces choses-là en cabinet, il va plus vouloir payer. Comme les clients, quand ils ont commencé à comprendre avec Captain Contract qu'on bossait avec des modèles, bah, d'un coup, les statuts, ils les payaient plus 2500, ils les payaient 1500 €, quoi. Bah, il va avoir la même chose. Ça pose la question. Aujourd'hui, plus personne ne vend des statuts, je pense d'ailleurs. Et puis en plus de ça, le client ne voit pas forcément la différence entre ce qu'une IA peut produire de très convaincant et ce qui aurait été corrigé par un expert du domaine, parce que l'IA commet encore des erreurs quand même, pour l'instant. Mais oui, il y a bien sûr. Alors, ce rapprochement, enfin, bon, ces développements de l'IA, évidemment, ils sont à suivre. On a bien compris que tu voyais les choses à 2 ans à peu près, donc voilà, ça oblige à être bon et à rester dans le truc en permanence. On a vu aussi qu'il y avait des développements de normes ISO, et notamment à l'été dernier, une première norme qui est sortie sur le langage clair, donc qui serait, si je comprends bien, est écouté en tout cas un des piliers évidemment du legal design. Moi, la question que je me pose justement par rapport aux éditeurs juridiques, c'est alors ils ont l'IA, ils ont des modèles, pour l'instant qui ne sont pas développés par l'IA. Est-ce qu'ils vont s'emparer de ces normes ISO? Ça, on ne sait pas, mais j'espère que oui. Et si oui, moi, ce que j'avais trouvé intéressant dans la norme ISO, c'est qu'elle suppose d'être en mesure de prouver, pour pouvoir s'en réclamer de la conformité à cette norme, ça suppose de prouver qu'on a interrogé la cible. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'en négociation, nous aussi, on écoute les personnes, on reformule ce qu'elles disent pour être sûr d'avoir bien compris. Enfin, on a toute une série de compétences là-dessus, tout un référentiel de compétences, et on identifie leurs besoins. Est-ce que tu penses que ça aussi, c'est des choses qui vont être développées de manière plus large? Parce que moi, j'ai pas l'impression, ça n'engage que moi, hein, mais j'ai pas l'impression quand je vois un modèle développé par un éditeur juridique, je sais pas qui l'a interrogé en fait. Il a sans doute interrogé quelqu'un pour le faire, mais franchement, quand je lis le modèle, j'ai du mal à savoir si c'est d'ailleurs le bailleur ou le preneur qui aurait été interrogé, ou les deux, enfin voilà, ou personne. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles tu vas avancer aussi? Est-ce que c'est des pistes qui permettent d'aller vers des plus-values dont l'IA aura plus de mal à s'emparer prochainement en tout cas? Tu me poses une question. Alors, je travaille avec un gros éditeur juridique, qui est un très bon client, donc je ne dirai pas de mal des éditeurs juridiques. Mais ils disent du mal ils le font très bien tout seuls. Les éditeurs juridiques ont vraiment conscience que sur les modèles et sur les choses comme ça, ils ont tendance en fait à donner aux avocats. C'est marrant en fait, ce que tu disais sur le client s'aperçoit pas. Le client, il veut un truc qui ressemble à du juridique pour se rassurer. Il voit pas derrière que potentiellement, il y a Lydia Blanqui, une avocate qui fait une super communication sur LinkedIn et qui a sorti une newsletter qui est la douille. La douille, c'est le truc où, parce que j'ai été feignant sur un pack d'associés, 10 ans après, je le paye très cher. Le client, il perçoit pas qu'un avocat pour plus cher lui fait éviter une douille potentielle dans 10 ans. Les éditeurs juridiques ont un peu le même truc. C'est en gros l'éditeur juridique qui vous sort un modèle de contrat qui ne ressemble pas à ce que l'avocat qui a besoin d'un modèle, donc qui n'est pas très à l'aise sur le sujet, va percevoir comme étant un document rassurant. Bah, cet éditeur se met en difficulté. L'éditeur qui sort un truc trop original parce que super legal design, parce que très opérationnel, en fait, les avocats vont pas prendre son modèle juste parce que ça ressemble pas à ceux dont on a l'habitude et on veut quelque chose qui nous rassure. Donc du coup, en fait, tu as une sorte de tradition.
les formules de licence de marque, les formules de contrat d'entreprise, les formules de statut de pacte d'associés sont complètement, vraiment nulles, mauvaises. Hein. Moi, je refais ces documents et je trouve qu'elles sont mauvaises. Juridiquement même. Hein. Il y a des trucs où on dit, mais ça, est-ce que la personne qui l'a écrite se voit le défendre devant un juge des référés? C'est toujours le test. Un contrat n'a d'intérêt que dans la mesure où il permet d'obtenir un truc devant les juges de référé. Est-ce que tu te sentirais de... Voilà. Ça re-questionne d'ailleurs des soi-disant summa divisio entre conseil et contentieux, parce que là aussi, on s'aperçoit que ça n'a aucun sens. Mais bon. Faire du conseil sans savoir ce que son conseil... rédiger des contrats sans faire de contentieux, pour moi, c'est une faute aujourd'hui. Vraiment. Hein. Et c'est le seul intérêt d'un avocat. Je trouve que il faut qu'en tant qu'avocat, ou alors faire de la négo, hein, mais il faut, en tant qu'avocat, savoir comment les trucs qu'on a rédigés se défendent 5 ans plus tard quand il y a un incident. Et donc, c'est pour ça, dans les gros cabinets, ça me fait halluciner à quel point il n'y a pas de déjeuner quotidien entre le service, le département contentieux et les départements conseils. Parce que, en fait, il y a toutes les améliorations à apporter dans les modèles et dans les conseils proviennent de l'expérience qu'on a en contentieux. Quand on a la chance d'avoir un département contentieux dans son cabinet, on fait un déjeuner toutes les 2 semaines pour améliorer les pratiques. Chez les éditeurs juridiques, ne donnent pas aux avocats ce dont ils ont besoin, ils donnent aux avocats ce qu'ils... Non, les éditeurs juridiques donnent aux avocats ce qu'ils savent faire, pas forcément ce dont les avocats ont profondément besoin. Ils savent faire du document qui ressemble au document qui existe depuis longtemps. Et ils font ça. Mais il y a au sein des maisons, des éditeurs juridiques, il y a des gens qui commencent à prendre conscience que même les avocats, au bout d'un moment, ils vont pouvoir se passer finalement, si on continue à leur servir des choses qui sont pensées de manière un petit peu superficielle, dans lesquelles il n'y a pas d'expérience terrain, dans lesquelles il n'y a pas quelque chose qui me permette vraiment de m'aider à gérer un dossier, ils vont trouver l'information auprès de ChatGPT aussi, ou ailleurs. Donc là, chez les éditeurs, moi, je travaille avec des équipes qui re-questionnent les formats. Mais c'est compliqué parce que derrière, vous avez des centaines de personnes. C'est comme la profession d'avocat, on a des habitudes qui sont ancrées. On fonctionne comme ça depuis toujours. Il faudrait changer les habitudes de plein de monde, les logiciels, les outils. Mais honnêtement, on travaille dessus. Il y a du travail qui est fait et il y a des éditeurs qui sortent. Alors ça passe par des formats annexes, un peu cachés. On voit ce qu'ils donnent et ensuite, quand on s'aperçoit qu'il marche bien, en fait, ça redevient la norme. Mais ça passe par ça passe par la bande. En fait, c'est ni plus ni moins que l'étape d'itération dans le design thinking. Avec le fait de tester, le fait de se remettre à l'ouvrage, le fait d'améliorer ensuite certains paragraphes, de faire cet audit clientèle en se disant ah oui ça veut, pour moi c'était clair, mais pour mon client qui n'y connaît rien, c'est pas clair. Donc réaméliorer nos formules et en fait le retour client permet d'améliorer sans cesse mes documents et en fait c'est un cercle vertueux qu'on met en place. Complètement, mais ça suppose de se mettre dans la position où quand le client dit « Oula, ça j'aime pas trop », on se met pas tout de suite dans la position d'un étudiant qui se défend en disant « Non, non, si, c'est bon », mais on se dit « Hyper intéressant, pourquoi t'aimes pas trop ?» C'est ça. Il faut accueillir, c'est le genre de situation dans laquelle finalement il faut accueillir la critique comme étant une opportunité de faire mieux. Même moi, hein, des fois, j'ai beau être legal designer, il y a des fois quand on est fatigué, c'est compliqué. Encore une fois, c'est facile de dire oui, il faut faire l'itération et demander des retours clients. Quand le client vous dit tu vois ton contrat, le document, on l'a bossé 3 semaines, je te l'ai payé très cher. La vérité, c'est que je l'ai jamais ouvert. Et quand j'ai eu des problèmes avec l'autre partie, le dernier truc, on était d'accord sur le fait que ni l'un ni l'autre, on avait envie de retourner dans ce document infernal qui nous donnait des cauchemars. Faut savoir le prendre. Il faut savoir prendre la critique sur son travail. Ce qui, pour une profession qui est habituée à considérer que toute concession sur la qualité de ce qu'on a fait est une faiblesse, est pas du tout. C'est pas du tout dans les gènes. Et donc ça, c'est un truc qu'on essaye d'apprendre aux élèves avocats. Il y a des trucs sur lesquels on n'a pas le droit de rater, et il y a des trucs sur lesquels il faut profiter du fait qu'on rate et en avoir conscience pour changer les habitudes. On n'aura pas le temps, Romain, malheureusement, de reparler de l'amiable, etc., comme on l'a fait tout à l'heure. On te réinvitera, tellement c'est passionnant.
mais réinsister peut-être sur ce que toutes ces méthodes qui nous obligent, qui nous bousculent, qui nous chamboulent, sont toutes des méthodes de sport de combat. Pour les acquérir, pour accueillir la critique du client qui dit finalement votre truc c'était de la merde, ça fait partie du sport aussi. Ouais. Mais il faut vraiment qu'on reprenne tout ça en négociation. Par exemple, c'est ce qu'on dit quand on forme les négociateurs. Mais c'est ce que tu disais quand on a échangé 2 minutes avant le podcast, quand tu disais finalement, je sais plus si c'est toi qui disais ou si c'était Xavier, mais finalement c'est des fois plus confortable d'être dans la position de l'avocat sachant qui fait complètement corps avec son client. C'est toi, Martin, qui disait des fois il y a une confusion. En fait, quand on se met dans la position de l'amiable, c'est qu'on accepte d'avoir deux adversaires potentiels, l'adversaire de son client et son client, et d'adhérer à un truc qui est la solution. C'est ce qu'on disait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la solution qui satisfera notre vrai client, qui est notre client, mais dans 2 ans, qui dira nom de Dieu, heureusement que j'ai suivi votre conseil. Mais au moment où on traite avec lui, faut accepter de se prendre de front ses critiques, ses retours, de se dire il y a des trucs sur lesquels je lâcherai pas, et il y a des trucs sur lesquels, si mon client il voit pas d'intérêt, je vais pas les lui imposer, parce que lui il sait quel est son intérêt. Et ça demande c'est fatigant, ça demande une souplesse d'esprit. Faut pas tout, c'est pas une concession permanente à ce que veut notre client. Hein. Coller aux besoins du client, c'est coller à son besoin, pas à ce qu'il veut, à son besoin. Et des fois, notre client peut être de mauvaise foi, il peut avoir une mauvaise perception de ses besoins, il peut avoir une vision à court terme. On multiplie. C'est pour ça que le legal design, des fois, il y a des gens qui disent c'est une façon de simplifier le droit et de le vulgariser. Moi, je trouve que quand on fait du legal design, on prend le sujet juridique qui est déjà difficile intellectuellement et on rajoute des couches de complexité. Ce sujet juridique, mais concrètement. Ce sujet juridique, mais avec la psychologie des gens que j'ai autour. Ce sujet juridique et les effets qu'il aura dans 5 ans dans la vraie vie. En fait, c'est passionnant. Moi, ça me passionne. Romain, merci beaucoup pour cette heure passée ensemble, très riche, encore une fois. Merci pour toutes ces explications, tous ces petits points. On retient l'idée de méthode et d'engagement et de réflexion sur le long terme, parce qu'au moment T, on n'y réfléchit pas forcément. Merci beaucoup. Merci à vous. Romain. Merci énormément, Robin. Un nouvel À épisode. bientôt. On te rappelle.